rabâché qu'étant du genre à me lasser très vite, ce serait sans doute déjà compliqué pour moi de rester attelé à un même manga pendant 3 ans. Il avait tenu ce discours dès le début de la série. D'ailleurs, connaissant mon propre caractère, je pensais moi-même à l'époque qu'il avait sûrement raison. C'est pourquoi, bien qu'ayant une conception générale de l'intrigue de Bleach, je l'ai dessiné avec dans l'idée que sa publication durerait environ 3 ans. Car il m'était déjà arrivé de me trouver à court d'intrigue durant une série. Or, travailler dessus est devenu de plus en plus agréable. J'ai eu envie d'écrire d'autres épisodes. Et c'est ainsi que le manga dure encore aujourd'hui. Voici les paroles de Kubo, alors qu'il est en plein milieu de l'arc final de son manga. Mais avant d'arriver à Bleach, Kid Kubo a traversé une route longue et sinueuse. Après avoir dessiné plusieurs one-shots, il finit par créer une série en 1999 nommée Zombie Powder. Malheureusement, la série manque de succès et Tite Kubo est en dépression et n'est pas du tout satisfait de son travail à cette période. La série s'achève donc au 27e chapitre. Cependant, on peut quand même noter qu'elle avait ses petites qualités, et on peut y voir déjà pas mal d'idées qui inspireront Bleach. L'alchimie du groupe fonctionnait plutôt bien, les personnages étaient attachants et l'ambiance western plutôt cool. Et le héros, Gamma, a clairement inspiré le design de Grimjo. J'aimerais énormément voir ces personnages dessinés avec le style de Kubo actuel. Et comment parler de Bleach sans aborder le sujet du dessin? L'évolution est époustouflante. Le style n'a plus rien à voir avec celui de ses débuts. Les traits se sont affinés, les courbes des visages sont beaucoup moins grossières. Son style fait clairement partie pour moi des meilleurs styles de dessin chez les mangaka. On peut aussi parler de son talent évident concernant la mode. On serait presque dégoûté quand il dessine les tenues des Shinigami, car même si j'adore leurs tenues, ces tenues sont tout de même assez simplistes comparé à ce qu'il est capable de faire quand il le souhaite. Il suffit de voir les tenues des Espada, des Stern Ritters ou des Fullbringers par exemple. On lui reproche aussi un découpage assez simpliste et répétitif. Mais personnellement, je suis très fan des doubles pages que Kubo ne se prive pas de dessiner. À l'origine, il faut savoir que Bleach a failli ne jamais exister. Et oui, le Shonen Jump n'était pas du tout intéressé par le projet de Tite Kubo quand il leur a présenté son one-shot. Il trouvait que l'histoire ressemblait beaucoup trop à celle de Yu Yu Hakusho. D'ailleurs, il faut savoir que les principales inspirations de Tite Kubo pour écrire Bleach sont le manga Gegege no Kitaro et le cultissimement culte Saint Seiya. Mais depuis tout à l'heure, je vous parle du manga Bleach. Mais Bleach, ça parle de quoi? Bleach, c'est un shonen sorti en 2001 dans le célèbre magazine du Weekly Shonen Jump. Il a été écrit et illustré par Tite Kubo lui-même. L'histoire commence avec Ichigo Kurosaki, un jeune lycéen de 15 ans qui est capable de voir les fantômes. Un jour, il croise la route d'une Shinigami, Rukia Kuchiki, mais au même moment, sa famille se fait attaquer par un holo, un esprit maléfique. Alors que Rukia est neutralisée par le holo, elle donne ses pouvoirs de Shinigami à Ichigo pour qu'il puisse protéger sa famille. C'est ainsi que débute le manga. De la même façon qu'un super-héros jongle entre sa vie privée et sa vie de super-héros, Ichigo, lui, jongle entre sa vie banale de lycéen et ses obligations de Shinigami. Et franchement, c'est un très bon point de départ. L'alchimie entre Rukia et Ichigo fonctionne vraiment bien. D'un côté, on a une femme d'une centaine d'années qui parle avec un langage du Moyen-Âge et qui dessine comme un pied, et de l'autre côté, on a un garçon généreux, mais que tout le monde prend pour un voyou à cause de ses cheveux roux. Après, cet arc sert surtout à poser les bases pour la suite. D'ailleurs, je me souviens qu'à l'époque où je le lisais, je n'avais qu'une hâte, c'était de voir à quoi ressemblaient les Shinigami et la Soul Society. Puis vient enfin l'arc Soul Society, le fameux arc qui a fait de Bleach le manga que nous connaissons aujourd'hui. Cet arc commence avec l'enlèvement de Rukia, car on apprend que donner ses pouvoirs de Shinigami à un humain y est considéré comme un crime très grave. C'est pourquoi Ichigo et ses amis décident de se rendre à la Soul Society pour aller la sauver. Cet arc a rappelé à plus d'une personne le fameux arc du sanctuaire dans Saint Seiya. Une bande de jeunes outsiders qui décident d'aller sauver leur ami en affrontant un système et des guerriers bien plus forts qu'eux, pour lequel ils sont censés travailler. Les combats sont absolument épiques. On découvre tout un tas de nouveaux personnages auxquels on s'attache très rapidement. Le seul défaut est l'inutilité des amis d'Ichigo, en dehors de Ishida qui a bien sûr une scène très stylée. Le final est absolument génial, tout le manga devient enfin clair et on découvre enfin celui qui manigançait tout depuis le début. Je trouve personnellement que cet arc est le mieux écrit de toute la série et le plus abouti. Il y a énormément de tensions et de rebondissements tout au long de cet arc. De plus, l'arc n'est pas du tout manichéen comme on pourrait s'y attendre. Les Shinigami eux-mêmes remettent leur propre système en question. Énormément de membres de la Soul Society sont très développés. À ce stade de l'histoire, Bleach est au summum de son succès. Malheureusement, c'est aussi là que les problèmes commencent. Cette fois, on revient sur les ennemis originaux, on se recentre sur eux, les holos. Sauf que cette fois, ils sont sous les ordres d'Aizen. Et franchement, d'un point de vue graphique, il est vrai que Tite Kubo n'a absolument rien à se reprocher. Aizen est vraiment très charismatique et les designs des Arrancars comme Grimjo et Ulquiorra sont absolument parfaits. Honnêtement, les méchants sont vraiment bons. Et j'ai beaucoup aimé l'utilisation des mots espagnols pour le vocabulaire des holos. Ça donnait vraiment un côté exotique au manga. Les points
positif de l'arc sont aussi les nouveaux personnages comme les Vizards. Tous les nouveaux personnages sont absolument très classe, et l'arc est très prometteur. Cet arc développe aussi les Shinigami qui n'ont pas pu être développés dans l'arc Soul Society. Par exemple, nous voyons le Shikai d'Izagi. Et bien sûr, comment ne pas parler du masque de holo d'Ichigo. Il ferait presque rougir la transformation en Super Saiyan de Goku. Malheureusement, la fin de l'arc est bourrée de défauts. Déjà pour commencer, il y a encore une fois un enlèvement. Cette fois, c'est Inoue qu'il faut aller sauver car elle a été kidnappée dans le Weko Mundo, le monde des holos. Alors, cette intrigue est très redondante par rapport à l'intrigue de la Soul Society, mais bon, si ça n'avait été que ça, l'arc était encore sauvable. C'est plutôt la suite qui est catastrophique, à mon sens. Je pense que là où l'intrigue a commencé à vraiment sérieusement se dégrader, c'est après le combat contre Ulquiorra. Les 3 premiers Espada ne sont pas du tout à la hauteur de leur réputation, en particulier Stark. Le combat final de Yami se passe hors champ. La trahison de Gin est éjectée et le power-up d'Ichigo pour battre Aizen sort de nulle part. Non pas que le Getsuga Tensho Ultime soit une mauvaise idée, mais on en entend parler un tome avant. Et Aizen lui-même a une dizaine de transformations, ce qui n'a absolument plus aucun sens au bout d'un moment. Et c'est vraiment dommage, parce qu'il y avait quand même des bonnes idées dans cette dernière partie de l'arc. Tous les Shinigami qui s'unissent pour combattre Aizen, c'était une bonne idée, c'est même la meilleure partie à mon sens du combat final. La transformation de Baragan aussi est vraiment incroyable, ainsi que le design d'Ichigo quand il combat Aizen. Mais malheureusement, le dessin ça ne suffit pas pour sauver un scénario. Et honnêtement, je ne comprendrai jamais les gens qui disent que ça aurait dû s'arrêter à Aizen. L'arc n'est absolument pas complet, enfin je ne comprends pas du tout comment on peut avoir cette sensation en le lisant. On se pose beaucoup plus de questions à la fin de l'arc à Rancard qu'en le commençant. Le manga continue alors sa route avec l'arc du Shinigami remplaçant, ou l'arc Fullbringer. Et là, c'est le drame. La fanbase est divisée en deux. Certains aiment et d'autres détestent. Pourtant, cet arc est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. Il développe beaucoup plus en profondeur le personnage d'Ichigo. Alors oui, ok, comme par hasard, on découvre qu'il y a une nouvelle espèce capable d'aider Ichigo à retrouver ses pouvoirs, alors que justement, il vient de les perdre. C'est pas la meilleure écriture qu'on ait vue à ce jour, mais voilà, il faut une suite, il faut qu'Ichigo retrouve ses pouvoirs. Donc voilà la solution que Kubo nous offre. Cet arc était aussi apparemment censé être consacré à Chad, mais une fois de plus, il ne sera que figurant. Les personnages ont tous un nouveau look, ce qui donne un côté rafraîchissant au manga. Et c'est aussi dans cet arc qu'Ichigo affronte le meilleur adversaire qui lui est destiné selon moi. Car puisqu'Ichigo désire tant protéger ses amis, il n'y a pas pire adversaire pour lui que quelqu'un comme Tsukishima qui peut retourner tous les amis d'Ichigo contre lui. Pour moi, c'est dans cet arc qu'Ichigo accepte vraiment d'être un Shinigami, car il réalise qu'il a réellement besoin de la force que lui offrent ses pouvoirs de Shinigami pour protéger les gens qu'il aime. Ichigo devient enfin un Shinigami remplaçant officiellement. Ce n'est plus le job qu'il a accepté autrefois pour remplacer Rukia. On notera toutefois d'autres défauts, comme l'intrigue de Karin, la sœur d'Ichigo, dont on ne saura jamais vraiment si elle a des pouvoirs au final, et les Fullbringers n'étaient pas vraiment très attachants, du moins en dehors de Jackie. Quant au flashback de Tsukishima, il ne fait qu'une page, et n'est pas vraiment très clair. Les raisons de se battre de Ginjo, quant à lui, ne sont pas vraiment très claires non plus. On sait juste qu'il s'est senti trahi par la Soul Society parce qu'il était mis sur écoute. Alors je comprends qu'il ait pu ressentir un sentiment de trahison, mais de là à vouloir se venger, je trouve que l'objectif du personnage n'a pas été assez approfondi, et du coup, on reste sur notre faim, car nous ne sommes pas du tout convaincus par ses objectifs. Et pour finir, nous allons parler de l'arc final, l'arc Quincy, ou The Thousand Blood War pour les intimes. Cet arc n'a pas encore été adapté en animé, même si ça ne devrait plus tarder à arriver. D'ailleurs, je pense que c'est l'une des raisons qui a tué ce manga. Cet arc a été énormément controversé et encore sujet à beaucoup de débats aujourd'hui. Beaucoup de gens disent qu'il était beaucoup trop long et qu'il y avait beaucoup trop de combats. Mais encore une fois, je ne comprends pas cette critique. Comment peut-on se plaindre qu'il y a trop de combats dans Bleach? Sérieusement, c'est comme si on se plaignait que dans une émission de cuisine, il y avait trop de cuisine. Pourtant, le début de l'arc était vraiment très convaincant. L'attaque surprise des Quincy sur la Soul Society était vraiment épique. Au début, j'étais déçu que les Quincy ne se battent pas avec des arcs et des flèches, mais leurs pouvoirs étaient tellement aussi tordus que ceux de Jojo Bizarre Adventure que cela rendait les combats originaux. J'ai beaucoup aimé la diversité des combats. Il y a aussi énormément de révélations intéressantes dans cet arc, comme le premier Kenpachi, les origines d'Ichigo et ses parents, et surtout les Bankai enfin révélés de certains personnages. Les Quincy et leurs chefs sont vraiment très puissants. Honnêtement, c'était la première fois que je suivais un arc et que j'étais convaincu que les protagonistes allaient perdre. Même Ichigo, qui refusait d'abandonner face à Ulquiorra, est complètement abattu par le désespoir à la fin de cet arc. C'est d'ailleurs l'une des scènes qui m'a le plus marqué de tout le manga, c'est pour dire. Alors certes, tu sens clairement le rush, en particulier à la manière dont on se débarrasse de Izagi. Tu vois là, cette case-là? Tu la vois bien? Eh ben c'est la dernière fois que tu vois Izagi de tout l'arc Quincy. Tu le sens là le rush? Tu le sens? Et on ne parlera même pas d'un certain Bankai qu'on voit à la fin du manga qui est clairement le plus grand troll de l'histoire du troll en manga. C'était tellement du troll que ça en inspire le respect. Et quand on connaît la façon dont Kubo aime raconter ses histoires et la façon dont il a conclu ses précédents arcs, il est clair qu'il manquait une bonne cinquantaine de chapitres pour qu'il puisse finir de dessiner les derniers combats de son manga correctement comme il aurait voulu. Mais malgré ça, j'ai trouvé le dernier chapitre vraiment correct. On ressent un goût amer à cause du rush, mais nous pouvons voir un Ichigo et ses amis en paix
et un bref aperçu de la prochaine génération. Et je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir comme si je disais au revoir à un très vieil ami quand je lisais les dernières pages. Personnellement, j'ai découvert Bleach en 2006 sur MCM et j'ai eu un véritable coup de foudre pour cette série. Dire adieu à Bleach, c'était vraiment dire adieu à 10 ans de ma vie. Heureusement, pour les questions qui ont failli rester sans réponse, nous avons la chance d'avoir des romans qui sont sortis après la fin du manga, qui répondront à nos dernières questions sur l'intrigue ou qui révéleront les derniers Bankai. Mais créer un bon manga, c'est aussi créer un bon personnage principal. Et nous allons parler ici d'Ichigo. Que vaut ce personnage? Ce que j'apprécie chez lui en tout cas, c'est qu'Ichigo, contrairement aux autres personnages du Shonen Jump, son objectif est plus réaliste. Il veut protéger ses proches. Ichigo est un personnage qui a le sens des responsabilités. Il suffit de voir comment il se comportait avec sa mère quand il était petit. On le voit dire à sa mère qu'il préfère être du côté de la route quand ils marchent tous les deux, sur le trottoir. On voit que ce sens des responsabilités continue de rester ancré en lui par la suite en grandissant, quand il combat Ulquiorra avec Nel bébé dans ses bras, lors de l'arc du Weko Mundo. L'arc Fullbringer nous montre justement à quel point ses amis et sa famille représentent tout pour lui. Lorsqu'ils sont tous sous le contrôle de Tsukishima, on peut constater à quel point le personnage est désemparé. On se rend compte à quel point il tient à eux, car pour une des rares fois de la série, on le voit pleurer à terre pendant que Tsukishima et Ginjo s'éloignent. Ce qu'il dit est toujours pertinent. Il suffit de voir ce qu'il dit à Byakuya lors de l'arc Soul Society, tout à la fin de leur combat. Il explique à Byakuya ce qu'il aurait fait à sa place concernant l'exécution de Rukia, et Byakuya lui-même se rend compte à quel point il était dans l'erreur. Alors s'il vous plaît, arrêtez de dire qu'Ichigo n'a pas de but. Déjà, de base, vouloir protéger des gens c'est un but noble, pourquoi ça ne vous suffit pas? Et puis ensuite, il ne faut pas oublier un truc, c'est qu'Ichigo c'est un adolescent de 15 ans. Bon, 17-18 ans vers la fin du manga. Donc au final, c'est normal qu'il soit paumé. Il y a plein de jeunes de son âge qui sont dans ce cas-là. C'est ça que j'aime bien chez Ichigo. C'est un personnage réaliste, un vrai adolescent. Il y a plein d'adolescents dans votre entourage qui ne sont probablement pas tous ambitieux. On n'a pas tous envie de devenir président, Hokage ou roi des pirates. Bah Ichigo c'est pareil, c'est un adolescent, il sait pas ce qu'il veut faire de sa vie et il avait pas prévu de rencontrer Rukia et avoir des pouvoirs. Donc c'est tout à fait normal qu'il n'ait pas d'objectif précis. Ça ne fait en aucun cas de lui un mauvais héros. Au contraire, on suit ses doutes, ses peurs, ses angoisses. Ce qui est totalement intéressant d'un point de vue narratif. How many people in this room ever heard of him as Ichigo? Yeah, 黒崎城だ。よろしくな。しっかり見てるよ。こいつが俺の挽回だ。挽回！Chaque auteur a sa manière de raconter une histoire. Bleach, c'est l'un des rares mangas où les personnages sont tous aussi importants que le héros. Ichigo n'apparaît pas beaucoup dans le dernier arc, et ce n'est pas plus dérangeant que ça. Dans le dernier arc, ce sont tous les Shinigami qui sont au premier plan, pour notre plus grand plaisir. Ces personnages sont tellement intéressants que le dernier databook de Bleach leur est intégralement consacré. Bleach, c'est aussi des scènes cultes. Même Chad, qui n'a malheureusement pas eu beaucoup de développement, a eu droit à des scènes stylées. Et c'est la preuve que quand Kubo le souhaite, il est capable de rendre n'importe lequel de ces personnages hyper badass. Les personnages ont un charisme absolument exceptionnel. Kid Kubo est vraiment très doué pour leur donner des looks classe. En parlant de personnages, parlons de leur philosophie. Aucun d'eux n'a la même raison de se battre. Ils ont tous des motivations différentes et qui s'accordent tout à fait avec leur personnalité. Et comme si ça ne suffisait pas, tout ceci est merveilleusement bien retranscrit à l'aide de poèmes en début de volume. En peu de mots, on arrive à beaucoup mieux cerner chaque personnage. Même les hommes pacto ont leur propre personnalité. Il s'agit pour moi d'une des raisons du succès de Bleach. Bleach, c'est aussi un univers très riche. En particulier en ce qui concerne la Soul Society. Il y a tellement de secrets, de clans, de complots, de mystères à découvrir. Ceux qui lisent les romans verront où je veux en venir. Le flashback Turn Back the Pendulum aussi est fantastique à ce niveau-là. Il nous permet de souffler et de faire une pause en plein milieu de l'arc à rencard. Ça nous permet aussi, entre autres, d'en savoir plus sur ces mystérieux vizards, de découvrir la Soul Society de l'époque, ainsi que les anciens capitaines. C'est aussi pendant ce flashback qu'on apprend l'existence de la Division 0. Et je suis persuadé que si Kid Kubo avait eu plus de temps pour terminer son manga, nous aurions pu avoir un Turn Back the Pendulum 2, où nous aurions vu la fondation de la Soul Society il y a 1000 ans, avec les tout premiers capitaines, ainsi que la défaite d'Iwash contre Yamamoto. Il y a plusieurs mondes à explorer dans l'univers de Bleach, mais curieusement, cet univers est assez simple à comprendre. C'est sûrement grâce au talent de dessin de Rukia qui sait.
Le style de Kubo est unique en son genre, on le reconnaîtrait entre mille, même lorsqu'il dessine des personnages d'autres mangas. On peut voir ses inspirations et son influence dans son découpage, comme les bandes noires qu'il utilise pour écrire ses titres qui sont clairement inspirés de son groupe préféré et de la musique qui a le même nom que son œuvre, la pochette de l'album Bleach de Nirvana. Il fait partie des rares mangaka actuels à ne pas abuser des trames et à jouer entre le noir et le blanc. Son style est vraiment intéressant, j'apprécie énormément la manière dont il dessine les lèvres avec un petit trait pour la lèvre supérieure, ses oreilles réalistes, les mentons légèrement courbés et l'ombre sous le cou. Beaucoup de personnes se plaignent qu'il y a trop de fond blanc dans Bleach. Alors, je vais peut-être vous apprendre un truc, mais tous les mangaka ont des assistants qui sont là pour les aider. Car s'il devait dessiner 20 pages par semaine avec les personnages plus les décors tout seul, il décéderait au bout du tome 2. Tout ça pour vous dire que si Tite Kubo souhaitait qu'il y ait plus de décors dans son manga, alors il y en aurait. S'il y a beaucoup de fond blanc, c'est un choix artistique. C'est Tite Kubo qui demande à ses assistants de ne pas le faire. Il a déjà expliqué dans une interview qu'il aime qu'il y ait un fond blanc quand il se passe quelque chose d'important, car il veut que le lecteur se concentre sur le personnage. C'est juste de la mise en scène. Son utilisation du pinceau avec l'encre de Chine pour les onomatopées est aussi vraiment très cool et fonctionne parfaitement avec l'ambiance Japon médiéval de la Soul Society. Et clairement, quand il s'agit de dessiner des personnages féminins, il fait aussi partie des meilleurs. La fin nous aura tous déçus pour diverses raisons, mais ce n'est pas la première fois qu'un manga reçoit une fin aussi brutale. Il y a eu par exemple Yu Yu Hakusho, Reborn ou Belzebub, pour ne citer que. Nous aurions juste aimé que Bleach n'ait pas le même destin que son prédécesseur Zombie Powder. Pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a clairement une chose qui a signé l'arrêt de mort de Bleach, c'est la fin de son adaptation animée. Le manga se vendait toujours bien, il faisait environ 200 000 ventes par tome, mais la série avait clairement perdu les 2/3 de sa fanbase. Entre ceux qui sont convaincus que ça aurait dû s'arrêter à Aizen et ceux qui ont détesté l'arc Quincy, on ne s'en sortait pas. Le manga s'est tapé une sale réputation. Et en dehors des fans hardcore, la fin de Bleach s'est faite dans une indifférence plutôt générale. Il y a tellement de choses que l'on aurait aimé voir pour la fin de l'arc Quincy, comme l'intervention d'Ichin et Ryuken contre Iwash. On aurait aimé en voir plus pour l'affrontement entre Aizen et Iwash aussi, avant qu'Ichigo n'intervienne. Même Tsukishima et Ginjo, ils apparaissent et disparaissent dans le même chapitre. La division 0 se fait battre beaucoup trop vite, et une fois de plus hors champ, et on ne sait absolument rien du Soul King, à part qu'il a une main cheatée. La fin nous a tous déçus, mais au fond ça faisait plaisir quand même de voir Rukia devenir capitaine et Ichigo vivre heureux et devenir père de famille. C'est une fin logique et qui est en adéquation avec l'ambiance générale de Bleach, mais ce qui nous a tous énervés au final, c'est vraiment le côté brutal de la fin. Mais le pire, c'est qu'on sentait que Kubo voulait nous raconter plus de choses et qu'il a été coupé dans son élan. Voilà, maintenant pour détendre l'atmosphère, on va aborder le sujet des couples. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de mon avis. Donc voilà, comme je l'ai dit, ceux qui ont été traumatisés par les couples, je vais tenter de vous donner mon avis. Évidemment, c'est mon point de vue, ça n'engage que moi, donc pas la peine de s'énerver non plus, hein. Donc à mes yeux, Ichigo est traumatisé par la mort de sa mère, ce qui est tout à fait normal, hein, jusqu'ici. Mais ceci a toujours laissé un vide en lui. On peut le voir avec le poster de Masaki qui est affiché en grand dans le salon de la famille Kurosaki. On voit que ça a laissé vraiment un vide dans leur vie de famille. Et justement, c'est là que Rukia intervient. Selon moi, Rukia incarnerait une sorte de mère de substitution pour Ichigo. Elle le sermonne quand il est déprimé et l'oblige à aller s'excuser devant Orihime de la même manière qu'une mère le ferait. C'est pour cette raison que je n'ai jamais imaginé ces deux-là ensemble. Renji, lui, à l'inverse, a toujours été heureux aux côtés de Rukia. Et nous avons pu voir durant l'arc Soul Society qu'il avait beaucoup souffert de l'adoption de Rukia au sein du clan Kuchiki, car elle accédait à un rang social supérieur, ce qui les séparait. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il a voulu devenir vice-capitaine. Grâce à ce grade, il pouvait à nouveau la côtoyer. D'ailleurs, dans le poème du tome 11, il se compare à un chien qui essaie d'atteindre la lune. La lune qui est donc Rukia dans cette métaphore. C'est pour cela que pour moi, leur couple tombe sous le sens. On les voit souvent en duo, et il est évident qu'ils ont beaucoup d'affinités tous les deux. Orihime, quant à elle, a connu les mêmes souffrances qu'Ichigo en perdant son grand frère. Alors je sais, oui, Rukia a perdu Kaien, et Renji a perdu ses amis d'enfance. Sauf que Orihime, elle, c'est une lycéenne ordinaire. Elle n'a plus ses parents ni son frère, et elle vit au crochet de sa tante, et si elle a des mauvaises notes, sa tante lui coupe les vivres. Donc on est plus sur une vie de lycéen qui essaie de réussir ses études. C'est pour ça que selon moi, elle est plus à même de comprendre Ichigo, et vice versa d'ailleurs. Leur couple me paraît plus logique et plus sain. De plus, ça s'accorde tout à fait à la philosophie d'Ichigo de vouloir une vie ordinaire d'humain, tout à fait banale. Voilà, et puis ils sont plus complémentaires, je trouve. Ichigo c'est le gros bourrin et Orihime c'est la douceur. Voilà, c'était ce que je pensais des couples. Après, c'est mon avis, c'est pas la peine d'en faire toute une histoire non plus, hein. Et je rappelle que Bleach c'est un manga basé sur le combat et non pas sur la vie sentimentale. En tout cas, quoi qu'il en soit, Bleach a pendant une période fait partie du légendaire Big Three. Et même si aujourd'hui ce manga n'est plus aussi célèbre qu'il l'a été à l'époque, ce manga restera tout de même un classique qui a eu des produits dérivés comme 4 films d'animation, des adaptations en jeux vidéo qui fonctionnent encore très bien aujourd'hui, une adaptation au cinéma. Bon, après on en pense ce qu'on veut du film, mais voilà, c'est pas donné à tout le monde d'avoir une adaptation en live action quand même. Des fans qui se cosplayent encore aujourd'hui pour les conventions et des figurines absolument magnifiques des personnages de la série. Ce manga a marqué une génération de fans et j'espère qu'il continuera de le faire avec les générations futures. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que tu as aimé la vidéo, si c'est le cas n'hésite pas à me le dire en commentaire, et aussi à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner et à activer la petite cloche. Quant à moi je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo, et je te dis à plus petit banbao.